Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons la santé-environnement, ou comment l'environnement que nous avons nous-mêmes dégradé impacte notre santé et notre bien-être. Nous sommes dans les Vosges, à Saulcy-sur-Meurthe, avec le fondateur du centre Albert Jäger. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Docteur Faribor Libarjani, bonjour. Bonjour. Docteur, la santé environnementale, c'est quoi? Et puis ensuite, je vous poserai bien sûr la question de la présentation du centre Albert Jäger. Merci Eric. Disons, santé environnementale, effectivement, ça a une définition assez vaste. C'est parfois de tout et de n'importe quoi. Mais la santé a été définie déjà par l'OMS dans les années L'Organisation mondiale de la santé. Voilà, tout à fait, Organisation mondiale de la santé, en 1946. Tout l'état physique, chimique, l'environnement, avant toute chose, c'est eau, air, sol et la biodiversité. Et tout ce qui est autour, les hommes, les humains, les êtres humains, ainsi que tous les vivants, sont impactés par cet environnement. Cet environnement et qui peuvent être, par exemple, un environnement pollué, peut impacter. Donc, à partir du moment où la santé est affectée par cet environnement, on parle de santé-environnement. Pourquoi vous dites que la définition, ça peut être tout et n'importe quoi? Aujourd'hui, les définitions sont académiques. Alors que ce soit l'Académie de la médecine, l'Académie de sciences, l'Académie de toute une série. Et pendant très très longtemps, on met à définir vraiment pour qu'il y ait une définition cohérente et acceptable par toutes ces académies et voire la population en général. Donc on voit des définitions quand on dit atteinte à santé et environnement, quand on pose la question même à des spécialistes, parfois ils ont du mal à le définir. Donc on essaie disons, de définir un cadre académique pour dire, voilà, cet environnement, à partir du moment où la santé est affectée par un environnement pollué ou pas, donc on parle de santé et environnement. Ça veut dire aussi, docteur Libarjani, que la démarche est relativement récente, la prise de conscience que notre environnement peut affecter notre santé, aussi dans le milieu du travail, on en parlera, est une réflexion récente. En tout cas pour la France, oui. Mais dans d'autres pays, ils ont commencé avant nous, même chez nous, chez les voisins, comme les Belges, comme par exemple les Allemands, ou un peu plus loin au Canada. Cette démarche santé environnementale a déjà commencé, même il y a des cliniques même spécialisées dans certains pays de la médecine environnementale. En France, on a pris du retard, mais ça vient. Je veux dire comme d'habitude, mais on va pas être méchant. Est-ce que la santé environnementale ne concerne que les effets d'un environnement transformé par l'homme, ou est-ce que ça peut être aussi l'état naturel qui impacte notre santé? L'état naturel aussi peut impacter notre santé. Par exemple, quand on parle encore de l'amiante. Vous savez qu'il y a des mines de l'amiante. L'amiante, c'est un produit naturel. Mais effectivement, les gens qui sont à côté de ces genres de mines peuvent être impactés. Donc, à l'environnement, l'homme a contribué à le dégrader, mais aussi, il y a aussi des pollutions naturelles, indépendamment sans l'intervention des êtres humains. Aujourd'hui, la santé environnementale commence à rayonner, à émerger aussi auprès de nos concitoyens. Notamment, on parle beaucoup de pollution intérieure. Alors là, on n'est plus dans le milieu professionnel, on parle de pollution de l'espace d'habitation, par exemple, parce que les meubles contiennent de la colle, contiennent les peintures, contiennent des produits qui peuvent impacter notre santé. Tout ça aussi fait partie de cette approche de santé environnementale, docteur Libarjani.
En effet, c'est-à-dire quand on parle une pollution d'intérieur, c'est pas que l'habitat. Un bureau, c'est un Bien milieu sûr. clos, c'est fermé, donc il y a des pollutions. D'ailleurs, à ce propos, on voit, il y a l'INVS, Institut national de veille sanitaire, a écrit beaucoup de papiers, beaucoup de publications scientifiques qui dit l'impact dans les bureaux, ce qu'on appelle les syndromes inexpliqués. Donc il y a des gens qui viennent dans un bureau, il n'y a aucun produit chimique, mais ils se sentent mal. Alors, la question, d'où vient, pourquoi? C'est toute enfin, il y a pas mal de paramètres à tenir compte, à savoir l'humidité, à savoir la température, à savoir justement les dégagements de formaldéhyde, qui est quand même un des produits, un des solvants qui est beaucoup utilisé dans les meubles, et ventilation qui n'est pas adaptée, donc ces polluants ne s'évacuent pas. Donc, les bus, quand vous prenez le bus, quand vous prenez simplement, ça veut dire quand on parle de pollution intérieure, tout ce qui est fermé. Alors, ça peut être un habitat où il y a actuellement plus en plus de problèmes parce que les habitats sont conçus avec malheureusement des mauvaises ventilations et mauvaise évacuation de l'humidité, des produits chimiques qui s'accumulent. Également, nous-mêmes, en tant que les habitants, nous rajoutons des polluants, que ce soit par les produits de nettoyage, que ce soit par l'ensemble des produits que nous ramenons chez nous. Donc, de ce fait, il y a une pollution intérieure qui doit être maîtrisée et parfois très facilement, mais malheureusement, manque d'informations auprès de citoyens, de concitoyens en général, n'est pas tellement développé. Donc, ça fait qu'on laisse malheureusement développer et ça peut contribuer à des mauvais. Ça développe un certain nombre de problèmes sur le plan de la santé. De santé. Alors précisément, le centre Albert Jäger, c'est sa spécialité, la santé environnementale. Qui était Albert Jäger, docteur Fariborz Libarjani? Albert Jäger, c'est celui qui m'a tout appris. Bon, quand j'ai fait, effectivement, c'était un grand professeur pour moi, en tout cas, au CHU, Centre hospitalier universitaire de Strasbourg, qui était le chef de service de centre antipoison, des urgences et la réanimation. Effectivement, j'ai fait toute mon approche, enfin, c'est lui qui m'a pris un peu sous ses ailes, qui m'a appris de la toxicologie, parce qu'il a énormément de publications dans le domaine de la toxicologie, d'où l'intérêt de Centre Antipoison. Donc, Centre Albert Jäger, et je l'ai, disons malheureusement, il y a 2 ans, M. Jäger nous a quittés. Pour lui rendre hommage et tout ce qu'il a fait pour la science et tout ce qu'il m'a appris également personnellement, en accord avec sa famille, j'ai dédié ce centre à son nom. Et ce centre aujourd'hui a vocation à travailler sur les questions de santé environnementale. De quelle manière, docteur Libarjani? Alors, santé environnementale, c'est-à-dire que nous allons essayer d'abord, avant tout, former, ou je dirais plutôt informer et former les gens, notamment des spécialistes qui veulent intervenir dans le domaine santé environnement. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, une formation dans le domaine scientifique, médical en particulier, ne prend pas en compte cette dimension de santé environnementale? Pas encore, pas assez en tout cas. C'est-à-dire que même quand on voit par exemple les déclarations de professeur Belpomme, on voit les déclarations de professeur Sultan, on voit qu'il y a un manque effectivement d'informations et de formation dans les facultés de médecine ou autres. Mais ça vient. Il y a un certain nombre de facultés, notamment à Strasbourg, ça a commencé d'enseigner la santé environnementale d'une manière générale. Ou la médecine environnementale qui n'est pas reconnue aujourd'hui, enfin qui n'existe pas aujourd'hui en France. Mais par contre, ça existe dans d'autres pays. Il faut former des médecins, des techniciens, des ingénieurs qui puissent intervenir. Et intervenir dans le domaine, par exemple, dans l'habitat et en santé au travail, en collaboration avec les collègues spécialisés en santé au travail, ce qu'on appelle les médecins de travail, pour pouvoir mieux évaluer le risque, parce que l'évaluation du risque, avant tout, c'est une chose très très importante. Si le risque est mal évalué, effectivement, tout ce qu'on va faire en prévention n'est pas très correctement. Et malheureusement, on a très peu de spécialistes en France pour une bonne évaluation de risque en entreprise. Donc, les personnes que vous souhaitez sensibiliser, former à la santé environnementale, peuvent venir ici au Centre Albert Jäger. Alors,
Si on s'imagine le centre Albert Jäger, une clinique ultramoderne avec des pelouses tout autour, on en est très loin parce que quand on arrive ici au centre Albert Jäger, en fait, il y a un grand parking, il y a une yourte juste à côté, c'est une ancienne auberge. Exactement. Mais disons que moi, je voulais un peu transmettre le message qui m'a été transmis par professeur Jäger dans un environnement. Alors, j'avais assuré un certain nombre de cours à la faculté enfin, ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui l'université de Strasbourg, dans les différents domaines, en médecine et également en master ou autre, pour transmettre. Je ne pouvais pas transmettre ce message dans un milieu fermé, en béton. Je me suis dit, pourquoi ne pas transmettre ce message dans un environnement vert, parce qu'on va parler de santé environnement. On parlait de formation. Le centre Albert Jäger, docteur Libarjani, assure aussi des prestations. Effectivement, nous essayons, disons, sensibiliser les entreprises pour faire une bonne évaluation de risque, que ce soit le document unique, la mise à jour de leurs fiches de données de sécurité, toute une série de prestations qui peuvent effectivement, pour mieux accompagner, afin qu'on réduise toutes les pathologies professionnelles qui est en nette augmentation quand on regarde les chiffres, les chiffres des organismes concernés. Le centre Albert Jäger rayonne à quelle distance autour de Saulcy-sur-Meurthe? Je rappelle que nous sommes à Saulcy-sur-Meurthe dans les Vosges. Écoutez, pour le moment, on n'a pas de limite parce que j'interviens encore avec des gens, mes collègues de Strasbourg. Et il y a parfois d'autres collègues, même du Sud, m'appellent pour des renseignements. Nous n'avons pas encore bien défini le rayon d'intervention. En fonction de ce qu'on sait faire, ce que la demande, nous pouvons rester en local, nous pouvons aller plus loin. Il faut qu'on évalue la demande pour la mobilité. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Et ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie, ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens, dans la panique on déclaré l'état d'urgence, quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse, les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon
frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Lorsqu'on arrive sur le parking du centre Albert Jäger, ici à Saulcy-sur-Meurthe, c'est un peu au sud de Saint-Dié, on est surpris de voir une camionnette siglée SAMU de l'environnement. Alors SAMU, on connaît l'environnement, on voit aussi ce que c'est, mais le SAMU de l'environnement, ça consiste en quoi, Léa Delcure ? Alors le SAMU de l'environnement, c'est une association d'intérêt général. Et donc SAMU, ça signifie Service d'analyse mobile en urgence. Ah oui, c'est une requalification de l'acronyme là. Voilà, et en plus du coup, ça permet de bien comprendre l'intérêt de cette association. La SAMU, c'est vraiment l'intervention en cas d'accident, accident de la route ou accident domestique. Et cette association, c'est quasiment le même principe. C'est là, nous allons intervenir en urgence en cas de pollution. En cas de pollution de l'eau, principalement pour l'instant, mais c'est aussi en cas de pollution de l'air ou en cas de pollution du sol, et même à terme en cas de pollution, de dégradation de la biodiversité, de la faune et de la flore. Alors quel est le lien entre le SAMU environnement et le centre Albert Jäger où nous sommes ? Alors le SAMU de l'environnement a été créé par le docteur Livergiani et le docteur Jäger. Donc ce projet-là, il date des années 90 et il a été vraiment mise en œuvre à partir des années 2000 dans le Kosovo, où le docteur Livergiani a tenté de reconstruire le système de santé du Kosovo qui était à cette époque-là en guerre. Et l'association SAMU de l'environnement a concrètement été créée en 2008 en Alsace. Et donc depuis, cette association a fait des petits en France, mais aussi à l'étranger, notamment en Afrique. Donc, à l'heure actuelle, il y a le SAMU de l'environnement donc d'Alsace, du Nord aussi, du Nord-Pas-de-Calais, de Bourgogne-Franche-Comté depuis l'année dernière. Et il y a également en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Togo et d'autres pays. Et ça c'est également en développement. Et il va y avoir potentiellement aussi un dans les Vosges, mais ça c'est encore en travail. Est en train de d'essaimer. Mais ce SAMU environnement, Léa Delcure, vous parlez de bénévoles, d'associations, ça veut dire que on sent bien quand même qu'il y a un besoin de diagnostic d'urgence en cas de pollution de l'air, du sol ou de l'eau, notamment de l'eau. Comment réagissent vos partenaires naturels que sont peut-être l'agence de l'eau, la gendarmerie aussi, les pompiers qui sont confrontés, ou tout citoyen, à ce type de pollution? Alors, donc nous avons des contacts avec ces différents organismes, parce que justement, les pompiers ou la gendarmerie ne sont pas forcément formés à l'évaluation des risques de pollution. Donc c'est pourquoi nous mettons en place des conventions en lien avec ces différents organismes. Et nous formons également, au sein de ces organismes, mais également les particuliers. On peut former les particuliers pour devenir sentinelles de l'environnement, pour qu'ils soient capables justement plus facilement de détecter des cas de pollution, et ensuite pouvoir nous appeler pour qu'on puisse intervenir sur le lieu de pollution, et surtout mettre en place des dispositifs afin de solutionner le problème. Voilà, notre vocation n'est pas que d'évaluer, mais aussi de résoudre le problème. De résoudre. Mais ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de démarche au-delà de la simple convention qui permette d'institutionnaliser cette démarche de SAMU environnement, et ça reste au stade associatif et bénévole. Pour l'instant, oui. Il n'y a pas effectivement de légitimité vis-à-vis de l'État. D'institutionnalisation, quoi. Mais c'est en travail. Donc on va voir ce que ça va donner. En travail, ça veut dire que vous êtes en train de rechercher des subventions. On est en train de rechercher des subventions et aussi, si possible. Mais voilà. Un cas d'intervention récent du SAMU environnement, Léa Delcure. Oui, donc par exemple, le SAMU de l'environnement d'Alsace a été contacté par la gendarmerie nationale
pour un cas de pollution dans le Rhin. Donc ils avaient interdit la navigation sur le Rhin parce que y avait justement cette source de pollution qui était potentiellement dangereuse pour la santé. Et donc le SAMU de l'environnement est intervenu, a fait des prélèvements grâce à leur laboratoire mobile, justement, des petites mallettes contenant des analyses permettant de déterminer, identifiant un grand nombre de caractéristiques physico-chimiques de l'eau. Et donc suite à cette intervention, le SAMU de l'environnement a pu déterminer la nature et la source de la pollution. Et du coup, en partenariat avec la gendarmerie et les autres acteurs concernés, résoudre le problème et afin de rétablir la navigation sur le Rhin. Et l'origine de cette pollution ? Nous ne sommes pas autorisés à le dévoiler. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Merci Léa Delcure. Martine Cros, bonjour. Bonjour. Martine Cros, vous prenez en charge ici au centre Albert Jäger à Saulcy-sur-Meurthe, dans les Vosges, on pourrait dire la dimension humaine de la santé-environnement qui est souvent plus abordée par l'aspect du risque physique et chimique. Vous, votre domaine d'intervention, c'est davantage l'humain. Oui, c'est un petit peu réintégrer l'humain dans la technologie. Les technologies actuelles et toutes les nouvelles machines ont tendance à zapper un petit peu cet humain. Or, Spinoza disait déjà en 1632, l'esprit et le corps, c'est une seule et même chose. On a un peu de mal on peut travailler avec des machines, on peut faire des choses fantastiques maintenant. Les progrès sont énormes, mais pensez très fortement que nous avons affaire à des humains et que les humains, ça ne se met pas dans une machine. Et on ne tourne pas d'un quart de tour pour améliorer un humain. Il y a des choses à prendre en compte et l'humanité est à prendre en compte dans une équipe de travail, par exemple, où on parle de mieux travailler ensemble. C'est des concepts qui se développent en ce moment et on parle avec des grands mots de prévention de risques psychosociaux, c'est sûr. On parle beaucoup de burn-out en ce moment, c'est très clair. Mais on a moyen de prévenir tout cela, notamment en travaillant avec une équipe, en améliorant la communication, parce que ce mot est très galvaudé également. C'est l'idée de créer de donner du sens à ce qui se passe au niveau du travail. Et la question du sens en termes de travail est reconnue comme quelque chose d'important dans les burn-out. Des gens qui perdent le sens de leur travail et qui perdent le sens tout court. Et on arrive à avoir des espèces d'équipes où il n'y a plus de sens, et il n'y a plus de relations, il n'y a plus entre les personnes. Martine Cros, vous êtes en train de nous expliquer que finalement, par exemple, une mauvaise relation, et on parlait tout à l'heure de pollution intérieure avec le docteur Fariborz Livargiani, on peut estimer aussi que par exemple une mauvaise relation au sein d'une famille ou alors sur le lieu de travail peut être aussi dommageable à la santé que des mauvaises molécules. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, on parle d'environnement et c'est un environnement, on va dire psychologique, bien que j'aime pas trop ce mot. On va pas faire de la psychanalyse. Par contre, on va voir ce qui se passe entre les personnes. Et vous parlez de vie privée et de vie professionnelle. Au début, on s'est occupé beaucoup du professionnel. Et on se rend compte que la personne humaine, elle arrive avec sa vie privée. Et qu'il n'est pas question de s'occuper de sa vie privée, mais de sa vie professionnelle. Et qu'est-ce qui fait un équilibre entre les deux? Et qu'est-ce qui fait qu'au sein de son travail, on peut avoir une augmentation des risques qui sont liés à la vie privée de la personne. Donc c'est vraiment prendre la personne dans sa globalité. Alors ça fait un petit peu peur à beaucoup de monde, mais je pense qu'on peut traiter ça de façon très simple et très ludique. Et ludique, c'est pas le mot, on est au travail, mais pourquoi ne pas arriver à quelque chose d'agréable au sein d'un groupe de travail et de partager tout ceci. On sait que quand on n'a pas une bonne intelligence émotionnelle, on parle de ça, et quand on n'a pas une bonne ambiance de travail, on sait qu'on va avoir du mal à travailler. À l'inverse, on développe la productivité et les performances avec
en améliorant cette ambiance de travail. C'est peut-être parce que étymologiquement, le mot travail était un outil de torture. Oui, c'est vraiment très dommage parce que quand on se fait plaisir au travail, on est performant, on est efficace et on génère de l'efficacité chez nos partenaires. En même temps, Martine Croze, est-ce que notre société aujourd'hui n'était pas précisément en train de nous déshumaniser complètement en faisant perdre le sens aussi, justement, du travail? Tout à fait, tout à fait. C'est un petit peu dommage qu'on en arrive au burn-out, alors qu'on peut faire des choses en amont qui sont faciles, qui ne sont pas extrêmement coûteuses par rapport aux bénéfices qu'on peut en tirer. On parle beaucoup d'absentéisme et de présentéisme au travail, prévention des accidents du travail, développer une bonne communication, développer le sens, développer la vision, puisque c'est un concept aussi qu'on utilise beaucoup quand on travaille en entreprise, au sein d'une équipe, va permettre de fédérer tout le monde dans un but intéressant et justement à moindre coût, avec un plaisir au travail. Et on sort justement de ce travail acharné qui est torturant. Comment vous intervenez concrètement, Martine Croze, ici au centre Albert Jäger à Saulcy-sur-Meurthe? Alors, plusieurs choses sont possibles. On peut faire une formation au centre Albert Jäger en 1 jour, 2 jours. Ça va dépendre du diagnostic qu'on va faire dans une équipe ou dans une entreprise. Qu'est-ce qu'on veut? Quels sont les objectifs qui veulent être atteints? Qu'est-ce qu'on veut faire? Si on veut juste donner une formation pour travailler avec les budgets qui sont donnés et dire ok, on a fini la formation, c'est bien, ça n'a pas de sens. Alors qu'on veut mettre du sens. Donc le sens, c'est d'essayer de donner du sens, du plaisir au travail et de faire que la performance s'améliore. On a des bénéfices en termes de retour sur investissement qui sont importants. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Lorsque le docteur Fariborz Livarjani fonde ici à Saulcy-sur-Meurthe le centre Albert Jäger, en réalité il avait déjà en tête d'élargir encore davantage ce concept de santé-environnement à travers
ce qui prend aujourd'hui forme dans l'association Solcy Anvers, dont vous êtes la présidente, Laurie Targa. Bonjour. Oui, bonjour. Solcy Anvers, c'est quoi, alors, pour le coup? Alors, c'est une association toute récente qu'on a créée en février dernier et qui vise à rassembler et promouvoir un ensemble d'activités autour du bien-être, de la santé et de l'environnement. Donc, sur ce même lieu, à Solcy-sur-Meurthe, dans les Vosges. Donc, on a un grand bâtiment, beaucoup de terrain, beaucoup de choses à valoriser. Et on a envie de créer un tiers-lieu qui est ouvert et où chacun peut venir expérimenter, contribuer à sa manière, apporter ses compétences, ou simplement profiter de l'environnement privilégié qui est sur place. C'est vrai qu'on a cet idéal de rassembler des profils qui habituellement ne se rencontrent pas, mais que quand on les assemble, ça crée des choses très novatrices et très, très plaisantes à vivre. Donc c'est vrai que cette association, elle a comme vocation de créer aussi, de constituer un écolieu à la fois de vie, mais aussi d'activité. Et donc cet écosystème s'inscrit aussi dans une démarche de transition écologique, donc en respectant au mieux l'environnement et en contribuant à tout ça. Et d'ailleurs, on a été très bien soutenu par le projet d'Emmanuel Paul, en lien avec la transition écologique, qui nous a beaucoup soutenu. Nous connaissons Emmanuel Paul. Voilà, que vous avez pu rencontrer. Laurie Targa, pour l'instant, ce lieu, c'est une ancienne auberge. D'ailleurs, quand on arrive sur le parking, c'est toujours le cas. Vous avez souhaité conserver cette dimension aussi d'accueil, vous disiez, de convivialité. Oui, tout à fait. Donc, on souhaite vraiment avoir un lieu de vie, donc avec à la fois la possibilité de manger, de dormir sur place, de rester, pourquoi pas, pour y vivre, mais pas forcément. On peut y passer, on peut y rester quelques jours, avoir... Laurie Targa, vous savez ce que je vous propose? Nous allons revenir en reportage spécialement sur Solcy Anvers pour découvrir toutes ces activités, mais peut-être autant profiter de la personne qui, là aussi, s'inscrit dans cette démarche et qui va prendre en charge aussi la dimension restauration. Oui, tout à fait. Voilà, nous pourrons... nous allons prochainement lancer une activité de restauration et de chambre d'hôtes. Et plusieurs personnes nous ont aussi rejoints pour des activités en lien avec le bien-être, des massages. Donc là, voilà, on a la chance aujourd'hui d'accueillir le prochain cuisinier du restaurant. Qui s'appelle Frédéric Gossot. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Vous êtes donc le futur gérant du restaurant associatif, ici dans le cadre de Solcy Anvers, à Solcy-sur-Meurthe, Frédéric Gossot. Ça va consister en quoi? Et avez-vous déjà une idée précise de votre projet? Alors, le projet, c'est de reprendre donc, ce restaurant qui était en inactivité depuis quelques temps. Donc, on est en pleine rénovation et on compte ouvrir prochainement.
donc pour faire un peu de cuisine du terroir, on va dire avec des produits locaux. Donc on va essayer de se fournir chez les producteurs locaux. Et comme on a beaucoup d'écolos dans le groupe, on va essayer aussi de faire un peu de cuisine un peu végétarienne aussi. Donc un petit mix, voilà, et en espérant que ça plaise à la population du coin. Voilà, avec donc, un restaurant, donc, Frédéric Gossot, qui sera à la fois destiné à nourrir, bien sûr, les stagiaires qui sont présents ici sur le site, mais aussi ouvert à tout public. Voilà, ça sera ouvert à tout public des environs ou autres, et bien sûr pour les gens de l'association, les gens qui participent dans le projet. Donc c'est voilà, c'est un peu la cuisine commune au groupe. Dans un cadre quand même plutôt agréable. Dans un cadre très agréable, très vert, où on construira prochainement des chalets. Donc il y aura un accueil touristique aussi. Donc il nous faut vraiment une activité de restauration pour ce lieu. Voilà. Date d'ouverture prévue à quand, Frédéric Gossot? On espère peut-être mi-juillet. Voilà, à peu près. 2018. 2018. Que j'aime ma cuisine, nous deux on fait la paire. Elle aime mes petites terrines et moi j'aime son inventaire. J'ai 2-3 autres pièces, mais elle me laisse froid. C'est ici, je le confesse, que je me sens chez moi. Et je sens avec chaque morceau que je croque. La cuisine est le cœur de la bicole. Nous deux on se ressemble, parfois tout est en place. Parfois elle me semble tout simplement dégueulasse. Parfois c'est la pagaille, parfois elle est nickel. Ou bien champ de bataille, mais toujours je suis comme elle. L'évier c'est moi, et ça permet de conclure qu'on a tous deux un peu les mêmes fêlures. J'ai dîné chez Bocuse, dîné au Grand Véfour, au boui-boui à l'Écluse et au snack chez Carrefour. Je lèche les babouilles, je lèche mon assiette, mais loin de ma cuisine, c'est elle que je regrette. Et je sais qu'à mon tour je lui manque à elle, et à mes casseroles et mes gamelles. Ma concierge coquine a droit à mon couloir. L'amant de ma voisine a libre accès à mon armoire. Le plombier aux latrines, si le cœur lui en dit. Par contre ma cuisine est réservée à mes amis, pour qu'ils s'y tapent la cloche et s'y régalent. Avec moi et ma poubelle à pédale. Me voilà qui médite, entouré de mes plats, mes torchons, mes marmites, illuminés et béats. Ici c'est mon refuge, ma crèche, mon abreuvoir, l'arche dans le déluge et le jour où il va falloir partir bouffer les pissenlits par la racine. Je voudrais que ce soit dans ma cuisine. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Docteur Fariborz Libarjani, quel est votre propre parcours ?
Alors, propre parcours, alors c'est parcours professionnel. Alors, si je pars de parcours professionnel, je suis né un jour à Téhéran. Donc, et j'ai quitté l'Iran quand j'étais tout petit, donc j'ai presque pas de souvenirs. Et puis toutes mes études ont été faites en partie en France. C'est en France. Et puis également, j'ai fait aussi quelques années, notamment quand j'ai commencé les études de médecine en Albanie. C'était un diplôme qui n'a pas été reconnu par la suite. Et d'où, par contre, on parlait tout à l'heure de professeur Jäger, qui m'a proposé de faire cette complémentarité en spécialité en toxicologie, donc qui n'a pas besoin d'exercice tel qu'on l'entend. Donc j'ai fait cette formation, cette spécialisation en toxicologie avec M. Jäger, que j'ai obtenu d'ailleurs avec une mention très honorable sous la maladie de Minamata. Minamata, c'est une maladie qui a été déclenchée par le déversement du mercure dans la baie de Minamata, au Japon. Et encore aujourd'hui, nous payons des dégâts liés à cette pollution. Donc la maladie Minamata, si vous tapez juste 2 secondes sur un moteur de recherche, Minamata, vous voyez toute la... Est-ce que vous savez pourquoi l'origine de votre intérêt pour aujourd'hui la santé environnementale ? Je pense mon intérêt pour santé et environnement s'est développé. J'avais une sensibilité comme tout le monde. On ne peut pas être insensible. Mais je pense que... Tout le monde, je ne suis pas sûr. C'est à discuter. Bon, disons que en tout cas, mais disons, ça m'a donné... M. Jäger, nous avons commencé toute une série de recherches avec lui concernant le mercure, parce que nous avions quelques cas d'intoxication à l'hôpital. Le traitement, sans trop rentrer dans le détail, était assez classique, assez efficace, enfin assez limité. Donc avec lui, nous avons commencé un certain nombre de recherches, ce qui nous a conduit par la suite sous la maladie de Minamata. Je pense, M. Jäger, qui voyait plus de patients, il disait attention, il se passe quelque chose, l'environnement est responsable de certains nombres de maladies. Et il a commencé à alerter. Donc, d'où l'intérêt également de développer un SAMU de l'environnement avec lui dans son service, qui se développe actuellement en France. Et quels sont les parcours des différents participants autour de ce centre Albert Jäger et de Saulcy-en-Vert qui vous entoure, Dr Libarjani? Alors, j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir autour de moi, de rencontrer les amis et également collègues, je dirais en quelque sorte, amis et collègues, de me rejoindre dans cette aventure. Donc, effectivement, Martine, qui est Dr Crow, qui est ophtalmologiste, qui exerce actuellement, qui partage une philosophie commune avec moi sur pas mal de problèmes environnementaux, qui va compléter, parce que l'approche, c'est une approche pluridisciplinarité, notamment en santé au travail. Donc, elle vous a expliqué ce qu'elle fait, et c'est pour ça cette approche. Donc, également, il y a Laurie Targa, avec qui j'ai eu la chance de la connaître à l'Université de Nancy, qui est doctorante en biologie cellulaire, toujours dans l'esprit de la complémentarité et pluridisciplinarité. C'est ce que nous essayons de mettre en place en santé environnement et santé environnement professionnel. Par la suite, nous étions rejoints par Léa Delcure, donc, qui nous a rejoints également, qui est un master en écologie et donc qui est effectivement qui enrichit davantage cette démarche dans son ensemble. Donc également à savoir, il est très important que nous sommes des personnes qui avons constitué juridiquement le centre Albert Jäger, mais il y a aussi un réseau, notamment des professeurs, notamment professeur Soder, Dr Flech, etc., qui sont à Strasbourg, qui nous soutiennent à fond. Également d'autre part en France, des collègues qui sont proches de nous, qui interviennent à distance pour enrichir ce centre. Et effectivement, là, je vous ai parlé de tous les spécialistes qui sont autour de nous, mais il reste également, dans le cadre de Saulcy-en-Vert, c'est une association qu'on a créée justement pour le développement. Il y a Frédéric Gossot qui intervient avec sa formation de charpentier, d'électricien, pour également enrichir. Ça veut dire l'environnement, c'est l'affaire de tout le monde, c'est pas que des spécialistes, et tout le monde peut participer pour enrichir cette aventure.
L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Martine Cros, vous avez été désigné à l'unanimité par l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées ici au centre Albert Jäger de Saulcy-sur-Meurthe dans les Vosges. C'est un peu au sud de Saint-Dié, avec aussi en prévision, on l'a entendu dans le propos de Laurie Targa, l'association Saulcy-en-Vert pour nous faire part de coup de gueule ou coup de cœur. Ah, j'ai choisi le coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'y attendais un peu. Oui, c'est drôle, hein, mais j'ai choisi le coup de cœur parce que je trouve dans ce centre, on démarre, on n'est pas encore complet, on n'est pas encore partout, mais il y a une fédération des énergies autour d'un projet écologique. La planète, c'est la nôtre, et moi j'aimerais bien donner des choses à mes enfants qui ressemblent à quelque chose de mieux que ce qu'on a en ce moment. Enfin, on est perfectible en tout cas. Et ce qui est fantastique, c'est la transmission et tout ce qui est en intergénérationnel. Dans l'équipe de Saulcy, dans le centre Albert Jäger, dans le centre au niveau de la cuisine, c'est des personnes d'âge différents. Moi, j'ai 63 ans, et puis il y a des jeunes personnes de 30 ans, de 25 ans, de 40 ans. Il y a un ensemble de choses, et ce concept-là est très intéressant, parce que, étonnamment, on partage les mêmes valeurs. Vous m'avez entendu parler de sens tout à l'heure, ben là, on est en plein cœur du sens. Et donc, mon coup de cœur, c'est coup de cœur pour le sens, pour les valeurs partagées, pour le développement d'une planète un peu meilleure, voilà. Et alors, accessoirement, je vais faire un petit peu de pub, je peux faire ça. Après le 14 juillet, cette activité restauration, moi j'y participerai aussi un petit peu, c'est créer vraiment un lieu de convivialité. Il y a une terrasse qui va être très sympa quand il fait chaud. Bon, cette semaine, c'était un petit peu limite, mais ça va changer, où on va pouvoir mélanger les générations, mélanger les activités, mélanger les compétences et faire que tout ça donne vraiment un lieu où tout va être complémentaire et on va pouvoir vraiment développer quelque chose où on se sent bien et ainsi on va se soigner autrement. Donc c'est le concept santé, environnement, bien-être, étant donné que tout ça, c'est interactif. Alors, on l'a bien compris, Martine Cros, en même temps, est-ce que c'est une nouvelle utopie? Ah, c'est une bonne question. Effectivement, je me trouve un peu utopique quelque part en étant ici. Mais en même temps, non, je pense que c'est avec les utopies qu'on avance. C'est pas avec les choses qui sont bien cadrées, calées, parce que celles-là, elles sont passées. En fait, les carottes sont cuites quand c'est déjà cadré. Avec l'utopie, on peut aller rêver. Et je crois qu'énormément de grandes choses se sont faites à partir de ce qu'on pensait être des utopies et qui finalement n'en sont pas forcément. Et là encore, est-ce que vous n'êtes pas à total contresens de l'évolution de la société? Alors bien sûr, naissent un peu partout, c'est une question provocatrice Martine Cros, partout naissent un peu des initiatives similaires qui quelquefois et de plus en plus font l'objet de documentaires télé. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on est dans une société quand même de plus en plus individualiste, de plus en plus recentrée sur soi-même. Les tablettes et les jeux vidéo n'arrangent pas les choses. Ici, à Saulcy-sur-Meurthe, à travers le projet Saulcy-en-Vert, vous prenez le total contre-pied. Oui, total contre-pied peut-être. Les tablettes, on va en avoir en primaire à l'école. Et moi, en tant qu'ophtalmo, déjà, j'aime pas. Mais bon, il faut être dans le sens du progrès. Ok, mais justement... Je pense que les gens ont besoin d'autre chose aussi. Ok pour le progrès, mais ils ont aussi besoin d'endroits où ils peuvent se retrouver ensemble et faire des choses ensemble, autre chose que des machines. Nous sommes des êtres humains en essence. Et je pense que nous avons besoin de garder cette humanité. Est-ce qu'on n'a pas aussi surtout besoin, Martine Cros, d'alternatives qui soient viables? Parce que très souvent, les alternatives sont surtout alternatives dans la tête. Et à la confrontation du réel, eh bien, c'est un peu plus de mal. Est-ce qu'on n'a pas surtout besoin d'alternatives viables? Oui, mais elles vont être viables dans la mesure où on les confronte justement à la réalité et on les adapte à cette réalité. Et c'est sûr que... Mais on ne crée pas d'alternatives nouvelles, viables et efficaces si d'abord on ne suit pas un rêve et une utopie. Et pour moi, qui sont sous-tendus par des valeurs et des choses qu'on a en commun. Et c'est... Voilà, non, je pense que
Moi, je pense que c'est viable. Sinon, je ne serais pas là. On le sent bien et vous le souhaitez. Comment vous êtes perçu par la population locale ici à Saulcy-sur-Meurthe, Martine Cros? Pas vous, bien sûr, mais votre projet. Alors, je suis pas sur place tout le temps. Le docteur Livradjani n'est plus là pour en parler directement. Mais nous avons eu avec Frédéric Gossot, nous sommes allés voir 2 ou 3 producteurs et à qui nous avons fait part de notre projet, notamment d'utiliser les ressources locales. Et ils avaient l'air tout à fait enchantés. Hein. On a même parlé de cette salamandre tachetée qui est le nom du restaurant. Et un des producteurs, le papa, nous a dit « Mais moi, quand j'étais petit, j'ai trouvé des salamandres tachetées. Oui, elles sont protégées dans les Vosges. » Donc, vous voyez, finalement, c'est un retour aux sources. Merci aux intervenantes et intervenants de ce reportage réalisé au centre Albert Jäger à Saulcy-sur-Meurthe dans les Vosges, où nous reviendrons bientôt pour présenter plus en détail le projet Saulcy en verre, dans lequel s'insère le centre, mais aussi le restaurant La Salamandre Tachetée, dont l'ouverture est annoncée pour la mi-juillet 2018. Pour en savoir plus sur le centre Albert Jäger fondé par le docteur Fariborz Livradjani, rendez-vous sur caj-santé-environnement.fr. Et sur l'association Saulcy en verre, c'est sur le site saulcyenvers.eu. Vous avez pu écouter dans l'ordre Plus rien par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, paru sur l'album La Grand-Messe, sorti en 2004. Sympathique, entre parenthèses, Je ne veux pas travailler par le groupe américain Pink Martini, inspiré du court poème Hôtel de Guillaume Apollinaire, sorti en single, la chanson pas le poème qui lui a été écrit en 1913, en single donc en 1997. Et enfin, Que j'aime ma cuisine par l'allemand Reinhard May, paru sur l'album Frédéric May, le nom sous lequel il est connu en France, volume 7, Douce France, sorti en 2005. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr. Thank you.